Bonjour, bienvenue à Úbeda, ville patrimoine de l'humanité. Si vous le voulez bien, je serai votre guide et nous visiterons ensemble cette ville déjà universelle. Mais puisque nous parlons d'universalité et de patrimoine de l'humanité, situons tout d'abord Úbeda dans le cadre géographique de l'Union européenne. Lorsque la seconde moitié du XXe siècle apporta la paix et l'amitié à la vieille Europe, personne ne soupçonnait que 50 ans plus tard, le vieux continent deviendrait une nouvelle Europe. Une Europe sans frontières, sans distance, où les peuples se rapprochent et se rencontrent dans un même objectif. Depuis presque 20 ans, l'Espagne fait partie de ce nouvel ordre européen et dans son sein, cette Europe des grands peuples est aussi source d'intégration des régions de tout le continent. Chacune avec ses particularités et ses ressemblances. C'est le cas de l'Andalousie, immense éventail de personnes, de traditions, d'art et de coutumes. Exemple de métissage entre culture et religion, région de connivence tolérante et solidaire. Dans ce contexte d'une Andalousie hors du commun, il n'est pas surprenant de découvrir une ville telle que Úbeda. L'accès à Úbeda se fait par différentes voies. Depuis Madrid, en empruntant l'autoroute de l'Andalousie, à seulement 3 heures en voiture. Par l'est, depuis Valence, ou bien sûr en venant de Séville, par l'autoroute qui traverse toute la région. Il faut également signaler la route au départ de Malaga, capitale de la Costa del Sol, et où se trouve le principal aéroport du sud de l'Espagne. Les parties les plus remarquables d'Úbeda sont la vieille ville et la ville moderne. Nous allons maintenant vous faire découvrir plus en profondeur cette ville baptisée Úbeda la stupéfiante ou encore Úbeda reine et gitane. L'histoire et l'art. Nous voilà ensemble à nouveau. Maintenant que nous avons un peu repéré les lieux, il faudrait sans doute commencer par expliquer d'où vient cette ville que j'ai derrière moi. Úbeda fut habitée par des peuples anciens, antérieurs aux Romains. Mais c'est après la conquête des musulmans que la ville a pris de l'importance. Les musulmans ont vécu à Úbeda jusqu'au début du XIIIe siècle, lorsque la ville fut reconquise par le roi castillan Ferdinand III le Saint. Tous les siècles, toutes les étapes de notre histoire ont laissé une trace culturelle dans la réalité d'Úbeda. Mais il est certain que certaines époques défendent parfois mieux que d'autres la configuration urbaine d'une ville. Et c'est sans aucun doute le XVIe siècle qui a le plus modelé la ville d'Úbeda, faisant d'elle un des ensembles artistiques les plus emblématiques d'Espagne. Ce changement fut possible grâce à cet homme, Francisco de los Cobos, secrétaire d'État du tout-puissant empereur Charles, qui refléta tout son pouvoir et sa richesse dans une série de palais et d'églises au goût des nouvelles tendances qui commençaient à s'imposer dans l'Italie du XVIe siècle. Il n'y a, j'en suis sûre, aucun endroit plus approprié pour commencer notre promenade que celui-ci, la place Vázquez de Molina, récemment classée patrimoine de l'humanité. Cette place a été et reste encore aujourd'hui le centre religieux et politique de la ville. C'est un des exemples les plus complets et sublimes de l'architecture et de l'urbanisme espagnol du XVIe siècle. Et je pense que les raisons sont évidentes. Sans avoir peur de me tromper, je peux affirmer que Úbeda telle que nous la connaissons et telle que vous la voyez est l'œuvre d'une seule famille, la maison des Cobos, et d'un seul architecte, le grand Andrés de Bandelvira. Les nombreux bâtiments civils et religieux commandés à Bandelvira sont aujourd'hui le témoignage d'une architecture étonnante de par ses proportions, sa sobriété, son élégance. Caractéristiques que nous retrouvons dans ce magnifique palais
qui abrite aujourd'hui l'hôtel de ville, le palais Vázquez de Molina. Ce bâtiment a profondément été influencé par l'architecture italienne. Derrière nous trône la majestueuse Sainte Chapelle El Salvador. Francisco de los Cobos a commandé la construction de cette chapelle à Diego de Siloé. Il lui a donné les directives pour ce chantier dans les années 1530. L'architecte étant à cette époque occupé à la construction de la cathédrale de Grenade, il dut renoncer à la direction des travaux. À sa place, un jeune tailleur de pierre originaire de la région d'Albacete s'engagea à construire la Sainte-Chapelle. Et c'est donc notre Andrés de Bandelvira qui, plein de sagesse créative, dirigea les travaux pendant plusieurs décennies. La chapelle El Salvador est le résultat d'un ambitieux projet et rassemble de nombreuses fonctions. D'un côté, la chapelle privée jouissait de statuts propres et exclusifs octroyés par la papauté. À ce caractère sacré, il faut ajouter le caractère funéraire, puisque c'est là que devrait être enterré le fondateur déjà mentionné, Francisco de los Cobos, son épouse et leurs descendants. La chapelle est également un symbole du pouvoir personnel et du rang social de celui qui commanda sa construction. Et cela saute aux yeux. Les mots sont de trop. Il suffit d'admirer cette œuvre de la Renaissance d'une beauté incomparable. Celle-ci est peut-être l'église la plus rattachée à l'histoire d'Úbeda et de ses habitants. Son importance est déterminée par son caractère historique, archéologique et architectural. Elle a été bâtie sur une ancienne mosquée. Sa façade de style Renaissance date du XVIIe siècle et fut couronnée par deux campaniles caractéristiques de la fin du XIXe siècle. Comme nous le verrons, cette église est un endroit fondamental lors de la célébration de la Semaine Sainte. Nous pourrions passer des heures à parler de cette place, mais de toute façon, vous vous serez déjà rendu compte qu'en regardant les bâtiments de Bandelvira, beaucoup d'entre vous avaient l'impression d'être transportés ailleurs, soit au nord de l'Italie, soit à Salamanque, ou encore à Alcalá de Henares, qui sont d'autres bijoux de la Renaissance. Nous sommes déjà arrivés au prochain point de visite. Cette belle place connue sous le nom de Paseos del Mercado. Elle est entourée de rues caractérisées par leur tracé urbain médiéval, inspiré de l'héritage hispano-musulman que l'on découvre à chaque pas. Tout près d'ici, par exemple, se trouve le musée Mudéjar. L'église de San Pablo est également une construction magnifique, somme de nombreux styles architecturaux. Sa façade est de style roman tardif, alors que l'intérieur de l'église, ainsi que son portail principal, sont de style gothique. Une des chapelles est un exemple magnifique de l'architecture funéraire platéresque, et l'on peut également admirer à l'intérieur de l'église la ferronnerie qui date de la Renaissance. Pour clôturer notre parcours, à travers une partie des monuments qui jalonnent cette ville, et en sachant qu'à chaque pas nous pouvons être surpris par des palais, des vieilles maisons, des églises ou encore des couvents, nous finirons par le chef-d'œuvre de la Renaissance d'Úbeda, l'hôpital de Santiago. L'hôpital a été fondé par l'évêque Diego de los Cobos, neveu de Francisco de los Cobos. Tout comme la chapelle El Salvador, l'hôpital avait plusieurs fonctions. C'était d'abord un centre hospitalier qui accueillait tout type de malades. L'hôpital était utilisé comme résidence de l'évêque qui avait ses appartements. Il avait aussi fonction de chapelle, puisqu'un endroit y était prévu pour célébrer la messe. C'était enfin un lieu funéraire
où allait reposer la dépouille de l'évêque. Sa construction a commencé vers le milieu de l'année 1562 pour se terminer en 1575. Tout le projet a été conçu par Andrés de Bandelvira et ce sera sa dernière œuvre avant de mourir. Très peu d'architectes ont eu l'opportunité de créer un tel ensemble et de surcroît de le voir devenir réalité. La première sensation qui s'impose à nous est celle de magnificence et l'on ne peut que tomber en admiration lors d'une première visite. Sur le grand parvis s'élève une sobre façade de plus de 70 mètres, flanquée de 2 tours majestueuses. L'opacité que peut nous faire ressentir cette impressionnante façade en traversant la porte se transforme en une grande cour intérieure, comme antichambre de l'ancienne chapelle. Celle-ci abrite aujourd'hui l'auditoire du centre culturel. Avec sa solennelle originalité, elle nous est présentée comme une rencontre magistrale entre la meilleure renaissance andalouse de Vandelvira et le style hérérien qui commençait à s'imposer. Ce n'est pas pour rien que l'hôpital est connu sous le nom de l'Escorial d'Andalousie. Venez le visiter, vous verrez à quel point il en vaut la peine. La littérature. Úbeda a aussi un rapport intense avec la littérature et les livres, avec par exemple Don Quichotte de Cervantes, sans doute le plus beau des ouvrages. Mais le personnage le plus étroitement lié à la vie littéraire d'Úbeda est probablement cet homme, l'aventure du corps mort. Dans ce chapitre de Don Quichotte, Cervantes mentionnait l'enlèvement de la dépouille d'une personne décédée, ici, à l'aube du 14 décembre 1591. Cette personne était un homme petit de taille, mais grand aux yeux de Dieu. C'était Saint Jean de la Croix. Ce frère a vécu ici ces derniers jours. C'était un partisan fidèle de la rénovation carmélite entamée par Sainte Thérèse. Aujourd'hui, ce musée porte son nom. Son esprit de mystique, théologien et poète a laissé ici une marque profonde. Ami des pauvres et sage directeur des âmes, homme de répercussion universelle et poète le plus remarquable de la littérature espagnole, répandant 1000 grâces, en hâte il est passé par ces bocages, les allant regardant, par sa seule figure, il les laissa revêtus de beauté. Si cet homme exceptionnel arpentait probablement cette place il y a plusieurs siècles, 2 enfants ont également joué ici il n'y a pas si longtemps. Ils sont devenus des écrivains extraordinaires de la littérature espagnole. L'un d'eux est ce poète devenu chanteur. Il se prénomme Joaquín Sabina, un homme qui, grâce à ses chansons, traverse les villes, les histoires d'amour, les chants populaires andalous. Un poète qui écrit simplement ce dont il rêve. L'autre enfant, presque du même âge que Sabina, est devenu le plus jeune membre de l'Académie de la langue espagnole et se prénomme Antonio Muñoz Molina. Ce romancier hors du commun a situé la plupart de ses livres dans un village imaginaire où il était né appelé Marina. Muñoz Molina dit que dans les champs d'oliviers de Jaén, aucune forêt n'empêche de voir les arbres. Chaque arbre est tout seul, à sa place et revêt ce vert grisâtre et austère. C'est quelque chose que le dernier personnage dont nous allons parler aimait beaucoup. Il s'agit d'Antonio Machado. C'était un andalou universel, un poète intellectuel et à la fois populaire. Il était professeur de français à Baeza,
ville voisine d'Úbeda, d'où il revenait à pied en empruntant ce chemin. Lui qui a parlé de tant de choses, il ne s'est jamais lassé de parcourir et de contempler ces champs, que ceux-ci nous servent d'épilogue à ce tour d'horizon des hommes de lettres dont nous avons pu profiter dans les collines d'Úbeda. La gastronomie. Nous devons absolument faire une pause pour découvrir la gastronomie d'Úbeda, ville qui possède quelques restaurants parmi les plus importants d'Andalousie et dont sont originaires certains grands restaurateurs. Nous allons déguster les plats les plus typiques de la cuisine d'Úbeda, en commençant bien sûr par les andrajos, une préparation à base de lapin ou de lièvre avec des galettes de farine, symbole de la cuisine d'Úbeda. D'autres plats tout aussi typiques sont la poêlée de boudin, le hachis de chorizo et bien entendu les chillos, ces galettes de pain salées couvertes de piment rouge moulu. Tout au long de l'année, des activités nous permettent de déguster des mets particuliers. Les dîners de la Renaissance ou cenas renacentistas nous plongent par exemple dans une atmosphère du XVIIe siècle. Un événement similaire baptisé les Journées gastronomiques de la Renaissance ou Jornadas Gastronómicas del Renacimiento se déroule entre les mois de janvier et de mars. Les meilleurs restaurants de la ville proposent à cette période beaucoup de plats typiques d'Úbeda. Pour faire connaître tous ces produits, la Feria de la Tapa a été instaurée il y a quelques années et se célèbre vers la mi-septembre. Cette feria est déjà devenue une tradition culinaire supplémentaire de la cuisine d'Úbeda. La tapa la plus populaire est le plat d'olive, élaboré de diverses façons, et on se doit dès lors de parler de l'olivier. Úbeda est un des principaux producteurs d'huile d'olive de la province de Jaén, ce qui signifie qu'elle est également un des principaux producteurs mondiaux et un point de repère économique dans ce secteur. Entre décembre et février, l'océan d'oliviers qui entoure Úbeda donne ses fruits et la récolte de l'olive ne peut se faire que grâce à l'effort généreux d'innombrables personnes. Le seul conseil que je vous donne, c'est de venir goûter vous-même. Fêtes et traditions. En tant que ville historique, Úbeda voit défiler plusieurs fêtes et traditions en tout genre. La plus importante est la Semaine Sainte. Au début du printemps, les confréries, dont certaines datent du XVIe siècle, revivent dans les rues la Passion du Christ. Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, le folklore, le recueillement, les couleurs, le silence, la solennité, les foules et l'émotion se mêlent lors de cette semaine sainte déclarée d'intérêt touristique national. Le moment fort de la semaine, où s'exhalent tous les sentiments, a lieu le vendredi saint, vendredi de la douleur, dont l'apothéose est l'original et grandiose défilé des confréries qui constituent la célèbre procession générale.
Pendant la nuit du vendredi saint, on peut voir en même temps le parcours chronologique des moments clés de la Passion, la mort et la résurrection de Jésus. C'est bien entendu la magnifique place Vázquez de Molina qui est utilisée comme point de ralliement et d'où part une foule de trompettes, tambours, pénitents, Christ, Vierge. Plus que jamais, tous les habitants de la ville sont là. La ville accueille également un des festivals internationaux de musique les plus importants d'Espagne. Il se célèbre chaque année au printemps et des artistes connus mondialement se partagent l'affiche. Vers la mi-juin, on célèbre les fêtes de la Renaissance pendant lesquelles vous pourrez vous amuser dans une atmosphère de l'époque. Vous pourrez admirer les monuments, faire vos courses sur le marché historique, découvrir d'anciens métiers artisanaux et écouter de la musique d'époque tout en savourant des plats typiques. La fête la plus ludique et populaire d'Úbeda a lieu au début de l'automne, c'est la Feria de San Miguel. Elle se déroule pendant les derniers jours de septembre et les premiers d'octobre. Cette feria est devenue une des plus importantes d'Andalousie et accueille un nombre spectaculaire de visiteurs. Des diverses activités proposées lors de ce rassemblement, nous pouvons souligner le festival de théâtre ou Muestra de Teatro, les concerts de groupes musicaux d'actualité, ainsi que la Feria du Taureau. On y célèbre une tradition émergente, la corrida, caractéristique de Goya, qui combine l'art et la tradition dans les arènes plus que centenaires de San Nicasio. Celles-ci ont été témoins d'actes de courage et de tragédie, ainsi que de la naissance de plusieurs mythes, dont notamment celui de Rafael Molina, Lagartijo, un des rois de l'histoire de la tauromachie. Le commerce est pour Úbeda plus qu'un mode de vie, c'est une tradition supplémentaire. En tant que capitale de la région de la Loma, Úbeda fait le lien entre le commerce et les diverses villes qui composent la région dont la population représente plus de 150 000 personnes. Úbeda est donc naturellement devenue une référence en ce qui concerne l'éventail varié des services offerts. La ville jouit par exemple d'une capacité hôtelière d'environ 700 personnes. Il existe également un autre type de commerce à la fois inné et historique très propre à Úbeda, la poterie. La production de poterie à Úbeda est d'origine mudéjar et elle a pu, jusqu'à nos jours, conserver les techniques artisanales les plus pures. Il y a quelques siècles, toute cette région était parsemée d'ateliers de poterie et de fours à céramique. Ce corps de métier se concentrait dans le faubourg de la ville. De nos jours, on continue à élaborer des pièces qui ont conservé les formes traditionnelles de l'époque médiévale. Les artisans incluent aujourd'hui de nouvelles formes et de nouveaux motifs décoratifs, chacun avec sa marque personnelle. C'est également le cas pour d'autres formes d'artisanat, comme par exemple l'orfèvrerie et la vannerie. Comme vous pouvez le constater, plus que des artisans, ce sont de véritables artistes. Notre voyage à travers ma ville est déjà fini. J'espère que vous l'aurez apprécié et que la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera dans une des rues que nous venons de parcourir ensemble. Nous vous attendons. À bientôt. La légende raconte que le jeune et brave capitaine Álvar Fáñez, connu comme le Mozo, attendait l'heure de la bataille un après-midi. Mais à ce moment-là, il rencontra une belle femme morte et ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Le comte Álvar Fáñez en oublia les ordres du roi et oublia même d'attaquer l'ennemi. Il devait choisir entre le devoir militaire et l'amour triompha. Les chrétiens vainquirent néanmoins sans l'aide d'Álvar Fáñez. Et quand le roi demanda au capitaine où il avait passé la nuit, il lui répondit « Dans les collines d'Úbeda, monseigneur. » Depuis, quand quelqu'un se rend quelque part ou bien raconte n'importe quoi,
On dit qu'on va dans les collines de Béda.